Bienvenue dans Âme et Soma, le podcast dans lequel on va parler de spiritualité et de développement personnel comme tu en as peut-être encore jamais entendu parler. Mon nom c'est Clotilde, je suis lectrice akashique et coach somatique certifiée. Et l'invitation que j'ai pour toi ici, c'est de venir s'ouvrir au parcours de l'âme à travers l'aventure profondément humaine qui est celle de l'incarnation. Ici, on va ensemble reconnecter à notre essence avec authenticité. On va aller cultiver la curiosité de se découvrir et surtout aller trouver tout le courage d'habiter pleinement sa vérité et ce, sans compromis. Parce qu'incarner qui l'on est, c'est pas un concept, c'est un chemin vivant, un chemin sur lequel l'âme, le corps et l'esprit se rencontrent pour nous permettre d'être et de manifester pleinement notre vérité dans ce monde. Bienvenue! Alors, bonjour et bienvenue tout le monde. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être avec Florence, que je n'ai pas vue depuis, je crois, au moins, je ne sais pas, 3 ans. Ça doit faire 3 ans 2 ou 3 ans qu'on ne s'est pas parlé. Et la raison pour laquelle je t'ai invitée, c'est que récemment, je pense que tu m'as envoyé un message parce que je faisais un transfert de plateforme, peu importe, puis tu me disais à quel point les lectures akashiques font encore partie de ta vie, que ça continue de t'accompagner au quotidien. Donc, je trouvais ça extraordinaire de pouvoir t'accueillir ici, que tu puisses venir partager aussi ton parcours qui est, pour moi, qui est relativement unique, parce que tu vas pouvoir en parler, mais ça a été pour toi un changement de carrière que tu as décidé de faire à un certain moment de ta vie. Oui. Et ton entreprise s'appelle Le droit d'être moi. Et ça me parle beaucoup. Donc, merci beaucoup, Florence, d'être là avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci à toi et bonjour à toutes celles et tous ceux qui viendront écouter. C'est vraiment avec grand plaisir. Oui, on partage vraiment cette passion-là, je pense, de l'humain, de l'accompagnement, de la conscience. Oui. J'aimerais ça peut-être, si tu as envie de te présenter rapidement pour les gens qui nous écoutent. Qui es-tu, Florence? Hein, cette fameuse question d'entrée de jeu. Et oui, donc je suis en forme humaine, disons. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes des humains. Voilà. J'ai eu 60 ans cette année, donc c'est pas rien. Et c'est vraiment... je reviens aussi à l'année du cheval de feu, donc c'est vraiment comme si le moment dans la vie de l'humanité presque était particulièrement puissant aussi pour moi, donc ça m'a beaucoup questionnée. Et donc pendant longtemps, j'ai été enseignante de droit à la fac, donc j'enseignais, je faisais des recherches en droit de l'alimentation. Et en fait, le droit de l'alimentation, déjà, c'était ma façon à moi de faire les choses autrement. Parce que je mettais beaucoup de choses en question dans la façon dont l'alimentation est traitée, à la fois de façon, dans la pensée des gens et puis les traitements à proprement parler, et beaucoup de mensonges aussi autour de l'alimentation. Et en fait, je pense que c'était vraiment ma façon à moi de commencer à mettre en question ce qu'on me faisait avaler de tas de façons différentes. Et Comme puis, une chercheuse de vérité un peu. Hein, et c'est exactement ça, voilà. Et j'ai toujours eu cette énergie-là, sans jamais tellement savoir quoi en faire. Et j'avais déjà eu plusieurs conversations avec des défunts, notamment mon grand-père. J'ai déjà eu un petit enfant aussi qui avait été assassiné d'ailleurs, qui est venu me parler quelques jours plus tard. Enfin, tout ça faisait de plus en plus. Pendant que tu étais que tu travaillais à l'université? Oui. Donc j'étais vraiment encore prof. Donc, tu étais dans ton métier carré, rationnel, puis comme MU, c'est... Voilà, et j'avais régulièrement comme ça des messages, des intuitions très fortes. Mon mari, par exemple, donc ça fait 30 ans, j'étais même pas encore prof à l'époque, j'avais pas encore soutenu ma thèse. Je savais qu'il fallait absolument que je le joigne et que c'était maintenant ou jamais. Et il allait partir le lendemain pour 1 mois à l'étranger, je ne le savais pas du tout. Tout un ensemble, si tu veux, de choses. Donc, moi-même, je n'étais pas particulièrement rationnelle, ni carrée, ni quoi que ce soit. Mais je me suis retrouvée en fac de droit parce que mon père m'y a inscrite, en fait. Parce que
voulait m'occuper du cerveau des humains et OK. je ne savais pas comment. Et donc, il m'a inscrite en fac de droit. Donc, comme il fallait, ça paraît bizarre, mais en même temps, bon, ça m'a structurée. Mais comme il fallait que je fasse quelque chose, j'ai été la bonne élève. C'est pourquoi pas. Le chemin est tracé. Voilà. Et donc, j'ai commencé mes études de droit. Et puis, tant qu'à faire, il fallait que je réussisse, puisque c'était un peu un projet familial, en quelque sorte. Et puis, quand Mmh. j'ai eu ma 4e année de droit, il y a un professeur qui est venu me voir et qui a dit: «Puis évidemment, vous allez faire une thèse et elle sera avec moi». Et donc, j'ai dit: «Oui, pourquoi pas?» Et puis, je me suis retrouvée embarquée, en fait, à avoir le financement un peu contre ma réflexion. Donc bref, je suis devenue prof de droit. J'ai aussi eu des enfants. Et puis, il y a eu un moment où vraiment, c'était plus possible. C'était la tension entre le monde du droit, de l'université et puis mon monde intérieur était vraiment absolument plus possible Mmh. à tenir. Et pour faire l'histoire courte, j'ai décidé à ce moment-là d'accompagner les gens qui changeaient d'alimentation. OK. Je me suis formée au coaching en nutrition intégrative Mmh. et c'était une belle école de nutrition intégrative. C'était très intéressant, mais c'était très général. Donc, j'apprenais plein de choses et puis il y avait vraiment cette idée qu'on était des êtres spirituels dans une démarche humaine et j'aimais vraiment bien. Mais je ne savais pas comment accompagner les gens. Donc, en parallèle de mon travail, je commençais à avoir un peu des clients que j'accompagnais sur des grandes théories, mais sans pouvoir vraiment avoir un processus clair. Mmh. Et donc, en 2019, un grand moment de crise pour plein de raisons différentes. Un jour, j'ai pris mon pendule, j'avais fait plusieurs petits papiers et puis je me disais: «Bon, soit je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ci». J'avais plein d'options, m'engager dans une sorte de militantisme radical ou alors faire une formation en coaching plus cognitif et structuré ou alors, enfin, il y avait plusieurs options. Mmh. Il m'a indiqué la formation en coaching cognitif assez structuré. OK. Et j'étais super embêtée parce que j'avais pas du tout envie de faire ça. En plus, je détestais la femme qui faisait cette formation, mais en même temps, je savais qu'il fallait que je propose ça. Et donc, je m'étais engagée à suivre ce que mon pendule allait me dire. Donc, j'ai quand même retesté, mon mari aussi a testé, c'était ça. Il se trouvait que j'avais l'argent pour le faire et donc j'ai été formée en coaching cognitif et comme ça, j'ai pu structurer davantage mon activité. Donc, j'ai commencé à Mmh. vraiment travailler comme coach. En janvier 2020, j'avais dit à mon mari: «En septembre 2021, tu verras, je serai partie de l'université, en rupture conventionnelle» et effectivement, en septembre 2021, je suis partie et puis j'avais dit aussi, il fallait qu'on aille en Inde en 2019 avant février parce qu'après on ne pourrait pas, tout serait bloqué. En effet, il y a eu le Covid, tout Tu était avais bloqué. eu cette intuition-là, juste avant? Et puis plein, plein, plein de choses comme ça, si tu veux, ce qui fait que là, moi, je me disais: «Il y a vraiment quelque chose» et quand j'accompagnais les gens, on allait dans le cognitif, mais très vite, je percevais des choses où je leur posais des questions qui étaient pile les sujets et donc je me retrouvais assez démunie, en fait, pour les accompagner. Mmh. Et puis là-dessus, j'ai vu passer ta proposition de formation pour devenir coach akashique. Mmh. Je ne sais pas comment, je l'ai vue et j'ai cliqué dessus. Je me souviens, j'étais dans mon bureau, je suis allée voir mon mari et je lui ai dit: «Écoute, je sais qu'il faut que je fasse ça. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais je sais qu'il faut que je fasse ça». Ah oui, quand j'avais fait la première formation de coaching, il y avait une femme qui m'avait parlé des archives akashiques et j'avais jamais Mmh. entendu parler de ça et elle m'avait un peu expliqué ce que c'était et c'était comme un instantané de: «Wow, mais bien sûr». Ouais. Et puis c'était oublié et Une puis là, évidence. oui, une évidence. Et puis là, il a vu la formation et il m'a dit: «Oui, c'est juste». Et je me suis inscrite, c'était la dernière place, ça commençait le lendemain ou quelque chose comme ça. Et puis très rapidement, avec la formation, tu vas commencer à nous faire des exercices d'intuition et on était sur WhatsApp et puis je disais des choses qui étaient justes pour les personnes. Et puis bon, tu nous as fait nous connecter et là, le chemin était clair. Il y avait mon grand-père qui m'attendait dans une salle universitaire en disant: «Bon voilà, on t'attendait, c'est juste» et puis après, c'est parti. Je suis vraiment curieuse que tu nous parles un peu de ton contact à ton intuition parce que
semblais dire que, tu sais, assez tôt dans ta vie, dans ton parcours, tu as eu des contacts avec, entre autres, des défunts, mais comme ça a été quoi pour toi, ben, comment ça s'est présenté? Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours accompagné? Puis, puis mon autre question par rapport à ça, c'est comment tu as navigué, en fait, dans ta carrière qui était très rationnelle, avec ce côté-là que tu avais qui était fort? Alors, je vais répondre d'abord à ta deuxième question et puis ensuite à la première. En fait, j'ai navigué dans ma carrière professionnelle en étant humaine. Et c'était ça l'anomalie dans le système. Donc, le système français universitaire est un système qui n'est pas inhumain, mais c'est quand même un système qui est extrêmement élitiste. Rigide? Oui, rigide, hiérarchisé, avec beaucoup, beaucoup de mépris. C'est absolument insupportable sur le plan humain de mon point de vue. Et donc moi, j'étais humaine, donc j'entendais, en fait, là, j'étais au contact des humains. Donc si tu veux, c'est bête à dire, mais c'était vraiment ça. Donc j'étais connue pour ça et appréciée pour ça. Et donc j'ai dirigé le département dans lequel j'étais. Donc j'avais des fonctions, si tu veux, d'accompagnement humain qui faisaient que ça avait du sens pour moi de rester dans ces structures. Donc ça, Mais c'était ça. j'imagine tout en cachant quand même tout cet aspect-là de ta personne qui était plus spirituel, plus connecté. Alors, c'est pas vraiment que je le cachais, et donc c'est en lien avec comment je vivais ma médiumnité, en fait, parce que je pense qu'il faut l'appeler comme ça. Mais en fait, j'ai toujours eu des contacts avec des défunts, avec des énergies différentes, mais enfant, ça je m'en suis rendu compte il y a relativement peu de temps, j'ai vécu un événement qui m'a énormément traumatisée, une dispute familiale extrêmement intense qui impliquait mon grand-père maternel. Et en fait, j'étais dans une pièce de la maison dans laquelle ils étaient et la grand-mère de ma mère était avec moi. Sauf qu'en fait, elle était morte. Mais moi, je ne savais pas parce que quand on est enfant, tu ne sais pas si les gens sont morts ou vivants. Les gens Tu veux sont dire, à là. l'époque, tu sentais sa présence, toi, tu Oui, pensais oui, voilà, elle était là. Donc, que c'est ça. Donc, j'ai revécu ça il y a quelques temps où vraiment, elle était là et elle me disait que je ne pouvais. Et moi, je me sentais totalement impuissante. Et puis, je sentais que les femmes dans la maison étaient terrorisées, que c'était horrible. Et je voulais aller faire quelque chose pour pouvoir aider. Je voulais que quelque chose intervienne. Et elle m'a expliqué que c'était pas possible, en fait, et qu'il allait falloir que j'accepte que ce soit comme ça. Et à ce moment-là, il y a eu comme une sorte de prise de conscience par la petite fille que j'étais, que tout le monde ne voyait pas les choses comme je voyais, qu'il se passait quelque chose et qu'il fallait que je fasse attention parce qu'il était tellement en colère, cet homme, tellement méchant, que si je disais ce que je voyais ou ce que je comprenais, il y allait y avoir un problème. Et donc, ça a commencé à être angoissant. Et puis, peu de temps après, on a été invités chez des amis de mes parents et ils avaient des petites filles, et notamment l'une d'elles qui devait avoir 7 ans. Et on nous a dit qu'elle allait être internée en hôpital psychiatrique parce qu'elle entendait l'électricité dans les murs. Et quand on Wow! nous a dit ça, je me suis dit, mais en fait, mais moi aussi, je l'entends, l'électricité dans les murs. Et là, ça a été j'ai compris, si tu veux, qu'il fallait Ça, vraiment. j'ai des frissons, hein? Oh! Aïe, Ouais. aïe, aïe. J'ai compris qu'il fallait vraiment que je me taise. Et donc, je me suis tue. Et donc, en fait, je continuais, si tu veux, à avoir quelques échanges que j'appelais des conversations avec Dieu quand j'étais adolescente, mais j'étais persuadée d'être folle. Hein. Donc, j'ai beaucoup lu sur la folie. Et quand j'ai pensé travailler sur le cerveau humain, c'est parce qu'en fait, C'est ce que j'allais dire parce que c'est ce que tu as mentionné. Je voulais travailler avec le cerveau. Oui, oui. Et donc, je me suis quand même construite. Une autre personne de la famille était considérée comme folle et moi, je voyais bien que j'avais pas les mêmes comportements et donc je me disais, bon, ça doit pas être vraiment ça. Et puis ensuite, au moment mon grand-père m'a beaucoup accompagnée, mon grand-père paternel qui lui était vraiment enfin, je suis vraiment dans sa lignée spirituelle, si l'on peut dire. Il m'a beaucoup accompagnée, beaucoup tenue, et même si on ne parlait pas vraiment de ça.
Et puis, peu de temps après sa mort, je suis allée sur sa tombe. Et puis là, il est venu, on a discuté. Et c'était évident, si tu veux. Il était là, on a longuement parlé. Et puis, à un moment, il m'a dit, bon, maintenant, moi, je vais m'amuser. Il faut que tu tiennes le coup. Et puis, voilà. Bon, et puis les choses sont continuées comme ça. Et puis un jour, en 2015, quelque chose comme ça, mon mari qui était devenu magnétiseur, parce que lui aussi, il a eu un parcours un peu particulier. Ouais. Il avait une cliente qui avait difficulté sur difficulté, et puis il m'a demandé si je pouvais regarder dans sa numérologie. Donc j'ai fait le tableau de numérologie que j'avais appris à faire. Et puis j'ai posé le tableau, puis j'ai entendu, et puis Jeanne. Je me dis, bah, comment ça, Jeanne? C'est la réponse, Jeanne. Je dis, bon, bah, écoute. Tu étais en numérologie à ce moment-là. En numérologie, oui, je faisais ça. Donc, j'étais toujours prof de droit, mais de temps en temps, comme voilà, il avait fait plein de trucs, il s'était formé en magnétisme et tout. Puis moi, ça m'avait beaucoup intéressé. Donc, la numérologie me parlait beaucoup. Donc, j'en faisais un peu. Puis beaucoup de cartes aussi. Mais c'était vraiment en à côté, tu vois. Et puis là, je me suis retrouvée dans le cabinet de mon mari avec cette femme. Et puis, je lui ai dit, oui. Et puis, Jeanne, est-ce que ça vous dit quelque chose? Elle m'a dit, oui, c'est ma grand-mère. Et là, Jeanne est venue. Elle est vraiment venue. Et elle a dit, voilà ce que je dois te dire. Et puis, elle a donné le message. Et c'est quelque chose que tu ne peux pas inventer. Moi, j'étais là. Heureusement, mon mari était là et donc me tenait. Et puis, bon, on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait message sur message sur message comme ça que je recevais. Donc, c'est devenu une chose, une donnée de notre vie, juste les enfants, mon mari et moi. Et puis, petit à petit, mais même encore maintenant, hein, je n'ose pas vraiment le dire. Hein. Bien, c'était ma question. Est-ce que quand tu accompagnes des gens, est-ce que tu sers aussi de canal pour transmettre justement Oui. ce message-là? Ouais. Oui, maintenant, oui, quand même, pour les personnes qui viennent à moi pour travailler avec moi, ça fait partie des données. Donc, je demande aux gens, hein, est-ce que tu es d'accord si un défunt vient te parler parce qu'au début, je ne savais pas forcément comment amener les choses, mais au fur et à mesure, quand tu as des expériences comme ça, tu es passé par Ouais. ça aussi, et au bout d'un moment, tu te dis, bon, là, et puis, quelque chose que tu nous as dit aussi dans la formation qui a été incroyablement important pour moi, qui l'est toujours, hein, c'est que tu nous as dit, dites tout. Alors, tu dis pas n'importe comment, mais tu nous disais toujours, il faut tout dire, il ne faut pas commencer à filtrer, je dis ça, je dis pas ça, c'est vraiment, voilà, une fois qu'on est connecté, on dit ce qui vient avec gentillesse, avec soin, puis on a bien préparé l'espace avant pour ne pas se connecter à n'importe quoi, et donc ça est structuré, bien sûr, hein, mais une fois qu'on est dans la structure, avec son ego qui est vraiment mis de côté, on dit ce qui est là. Et donc, quand un défunt vient, ben, tu es bien obligé en respectant la règle de tout dire, de dire, et là, il y a quelqu'un, alors voilà, il se présente, il me dit qu'il vous parlait comme ça, en faisant ce geste de la main, c'est plutôt de ce côté-là, du côté du père. Okay. Parce que souvent, c'est à droite. Je ne sais pas si toi, tu les reçois. Souvent, on les reçoit d'un côté plus que l'autre. Là. Oui, moi, c'est vraiment le père ici et la mère là, oui. OK. Puis, moi, je suis curieuse de savoir parce que tu avais quand même, donc jeune, tu as eu des contacts, tout ça, mais il y avait comme une espèce de peur familiale, Oui. une espèce de tabou. Comment ça s'est passé, cette espèce de réappropriation-là de ces capacités-là, communiquer avec l'invisible? Mais avec beaucoup de détresse, en fait, je dirais. Beaucoup de détresse parce que c'est pas quelque chose dont je peux parler avec ma famille élargie, par exemple. Encore aujourd'hui ou à l'époque? Encore aujourd'hui. Okay. Donc, ils le savent, mais on n'en parle jamais. Il n'y a jamais de discussion, jamais de demande aussi de tiens, bah là, est-ce que tu pourrais avoir des informations? Donc, c'est vraiment c'est complètement cloisonné. Donc, pour moi, c'est le silence qui reste, si tu veux. C'est quelque chose qui est très, très, très complexe. Alors maintenant, je suis plus à l'aise dans ma propre vie, je suis plus en détresse, mais pendant longtemps, ça a été vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, on me demande de me taire, hein. Fondamentalement. Hein.
C'est assez incroyable, ce tabou et cette peur qui reste, hein. Puis souvent, c'est accompagné de tellement de peurs qui sont pas réellement, qui sont pas vraies. Tu sais, moi, pour côtoyer des gens qui font ça au quotidien, ça se passe bien. Les gens ne sont pas, tu sais, les gens gardent un contact avec la réalité. Mais après, il y a tout ce qu'on a entendu, la peur de la folie. Ça tourne beaucoup autour de ça, beaucoup autour de la peur de la folie. Puis récemment, j'avais une discussion avec mon mari aussi, puis ce que tu dis, ça me fait penser un peu à mon contexte, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans ma famille qui jamais, ou même dans notre entourage d'amis, jamais me demandent comment ça va le business, comment va l'entreprise, tu es dans quel projet en ce moment. Il y a des gens qui ne me demandent jamais, Oui. jamais comment ça va. Et je pense que c'est des peurs que les gens ont d'écroulement personnel. Et puis, il y a aussi des secrets de famille. Il y a des choses que je sais dont je ne leur ai jamais parlé et dont ils ne me parlent pas. Et c'est tous les faux semblants, je pense, si tu veux, dans beaucoup de familles. On se construit sur des tas de mensonges et des tas d'illusions et des tas aussi de loyauté. C'est ce que j'allais dire, les loyautés familiales, tu sais, Oui. Qu'est-ce qui a été vécu aussi dans le transgénérationnel, qu'est-ce qu'on a voulu mettre de côté, parce qu'on n'a pas su l'accompagner et on n'a pas su être avec. Ou qu'est-ce qu'on ne peut même pas du tout conceptualiser. Et là, notamment, le grand-père paternel avec qui je suis vraiment en contact, il a fait des choses terribles quand il est allé en Amérique du Sud, juste après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, il a vraiment bafoué un engagement qu'il avait pris à l'égard d'une autorité, d'un ancien local, si tu veux, d'une autorité, disons, spirituelle, qui protégeait notamment des arbres. Et il a vraiment rompu cet engagement. Et donc, il a fallu voir la trahison et les conséquences de la trahison sur toute la lignée. Et ça, tu peux pas tellement aller à un repas une fois par an, dire aux gens, bon, allez les gars, on va mettre ça à plat, parce que vous savez que ça, quand il se passe ça, en fait, ça remonte à cet aïeul et qu'il est important pour chacun d'entre vous de reconnaître que ce qui s'est passé, et puis d'aller demander pardon. C'est plus facile de parler de la météo, de choses un peu plus triviales. Hein? Voilà. Donc, je pense que tu disais tout à l'heure aussi, chercheuse de vérité. Je pense que c'est la raison pour laquelle on est silencé, entre guillemets, c'est qu'il y a des choses que beaucoup de gens n'ont pas envie d'entendre ou ne sont pas prêts à entendre ou ont peur d'entendre. Il y a plusieurs couches à ça. Hein? Il y a plusieurs couches. Oups, est-ce que tu es encore là? Oui. Oui, OK, excuse-moi, ça a figé, mon écran a figé. Il y a plusieurs couches, hein? Oui. Puis il y a juste au niveau personnel, juste le fait d'être ébranlé aussi dans nos croyances, dans comment est-ce qu'on perçoit le monde, puis qu'est-ce qu'on a toujours cru qui était vrai. C'est déjà juste ça pour les gens. C'est ça. Et après, si on descend dans tout ce qui a été amené comme structure dans la société, hein, tous nos grands systèmes, nos systèmes politiques, nos systèmes religieux, là, c'est comme on rentre dans quelque chose d'encore plus profond, mais juste cette première couche-là pour les gens. De se dire que peut-être tout ce à quoi ils ont cru toute leur vie, c'est peut-être pas exactement comme ça, ou c'est peut-être plus large. Il y a peut-être une invitation à aller explorer différentes perspectives. Déjà, pour ça, c'est très épeurant pour beaucoup de gens. Oui. Et tout le discours qu'on a sur la matrice, aussi sortir de la matrice, c'est déjà ça. Hein. La matrice, c'est aussi tout simplement le moule dans lequel tu es né. Et sortir c'est comme une deuxième naissance, mais cette fois-ci qui est faite avec c'est notre libre arbitre qui nous demande à ce moment-là d'ouvrir la porte et d'aller voir autre chose. Mais de découvrir notre pouvoir personnel aussi, et ça aussi, ça fait peur, parce que si on est en contact avec notre pouvoir personnel, on n'est plus des victimes. Donc là, on a besoin de prendre en charge. Alors, la catastrophe! Et on n'a pas envie.
Ben, c'est plus, tu sais, tu parlais du cerveau, mais c'est ça aussi, le cerveau, c'est un ordinateur pour conserver de l'énergie, donc c'est plus facile de se laisser porter que de se dire, oh là là, OK, moi, je crée je crée ma réalité, je crée ma vie. Donc, si je crée ma vie, ça veut dire que j'ai aussi de l'énergie à déployer. Il va falloir que j'aille trouver le courage à l'intérieur de moi quand je me rends compte que c'est peut-être pas ce que je veux. Oui, et comme plus on résiste, plus c'est souffrant. Plus c'est souffrant, plus on a peur d'aller dans encore plus de souffrance. Et donc, en fait, on reste enfermé dans beaucoup de souffrance, de peur de rajouter encore une couche, alors qu'en réalité, on va vraiment libérer et sortir de la détresse. Mais c'est ce passage entre « et si jamais c'était pire ?» Et on est déjà tellement, quand on est dans les moments de crise, on est déjà tellement mal et mis à mal que l'idée d'aller faire encore pire, tu sais, c'est comme quand on grimpe en montagne, par exemple, et on voit le sommet, mais en même temps, on n'en peut plus. Et on n'est pas rendu encore. Maintenant, et puis redescendre plutôt que faire peut-être le pas de trop ou je vais mourir. Et puis c'est ce moment où non, j'y vais quand même et clac, quelque chose se débloque. Et puis on arrive au sommet et on est là, wow. Ça demande du courage, ça demande tellement de courage, tu sais, c'est ça aussi. Puis des fois, comme je sais pas, probablement que tu as peut-être eu cette réflexion-là, mais combien de fois je me suis dit, il me semble que la vie était plus facile quand je me posais pas de questions. Métro, boulot, dodo, je me pose pas de questions parce que quand on... Non, c'est pas vrai parce que on a changé aussi de voie et de perspective parce qu'en fait, c'était horriblement souffrant dans dans cet enfermement dans lequel on se sent mourir, en fait. Il y a tellement autre chose qui a besoin de s'exprimer. Puis, parle-moi du droit d'être moi. C'est quoi pour toi? Parce que je pense que ça rejoint un peu l'échange qu'on a en ce moment. C'est quoi le droit d'être moi pour toi? Alors, le droit d'être moi, fondamentalement, c'est le droit d'être qui je suis, comme je suis, et sans avoir besoin de le justifier, sans que je m'en veuille, et sans non plus que qui que ce soit s'autorise à dire que c'est pas OK. Donc, c'est vraiment une revendication par rapport au monde extérieur en disant, mais en fait, foutez-moi la paix, quoi. J'ai le droit d'être qui je suis, donc merde, foutez-moi la paix. Et puis, c'est aussi un engagement par rapport à moi qui est, écoute, tu as le droit d'être toi, donc compassion et tendresse, et en même temps responsabilité aussi, hein, mais vraiment... OK, ben c'est OK en fait. Tu as le droit d'être là, tu as le droit de toujours avoir peur de ça, tu as le droit d'avoir envie de faire ça, tu as le droit d'avoir fait ça, pas fait ça, c'est OK, c'est OK, c'est OK. Lâche l'histoire de devoir être X, Y, Z, les prochaines versions, le futur moi, l'identité. Non, 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 non. Tu es comme tu es. Et moi, ça me permet vraiment, et dans les accompagnements que je fais aussi, on abandonne toute idée de devoir être d'une certaine façon et on fait avec ce qui est. Parce que quand on se pose le droit d'être soi, quand on pose cette donnée-là, ben on est avec ce qui est. Et j'ai envie de dire, on est déjà. Oui. Parce que souvent, on est dans une recherche. Oui, tout comme à fait. Si on n'était pas, mais on est déjà. On est déjà pleinement, complètement. Et donc, on n'a même pas besoin d'aller vers soi ou quoi que ce soit. Comme tu dis, effectivement. C'est pas une recherche, c'est juste c'est une incarnation. Oui. Et donc, reprendre contact avec cette incarnation, reprendre contact avec, au fond, ben, moi, qu'est-ce que c'est? Et donc, ça passe aussi, tu nous avais dit lors de la formation en 2022, tu nous avais parlé du processus de la présence aussi de Michael Brown. Et ça a aussi été quelque chose d'extrêmement important pour moi. C'est vraiment de juste être avec je suis ici, maintenant, dans ce qui est sa respiration, et juste être là. C'est OK, ni plus, ni moins, et c'est déjà tellement compliqué en plus. C'est difficile à comprendre, je pense, pour les gens. On est tellement extériorisé, puis toujours dans une quête, toujours en recherche, de comprendre que tout est déjà là à l'instant présent. Et qu'en plus de ça, dans ce qui est déjà là, est exactement ce dont on a besoin. C'est-à-dire que même quand on a
par exemple, une grande difficulté, cette grande difficulté, elle a pour nous apprendre quelque chose ou pour nous aider à comprendre quelque chose et on a vraiment en fait, je ne sais pas si, parce que parfois quand on dit tout est là pour soi, on a un peu l'impression qu'on n'a qu'à ouvrir et qu'on a des réponses, mais on n'a pas forcément des réponses, mais c'est plutôt un peu comme un coffre dans une malle, dans un grenier, où on sait qu'on va trouver tout ce dont on aura besoin. Alors, évidemment, dans la malle, il n'y a pas tout ce qu'il est possible de trouver dans le monde entier. Il n'y a que le contenu de la malle. Mais dans la malle, on va trouver tout ce dont on aura besoin. Et quand en plus, on se rend compte que la malle est une illusion et qu'on peut très bien faire apparaître dans la malle. On est mal barré, là. On est au contraire vraiment bien barré parce que là, on commence à faire apparaître dans la malle comme Mary Poppins, on commence à faire apparaître vraiment tout ce qu'on veut à partir d'un endroit qui en fait devient sans fond. Mais avant d'en arriver là, déjà se rendre compte que ce qui est dans la malle n'est pas là par hasard. Et que déjà faire avec, c'est déjà un travail de toute une vie. Ne pas transmettre la malle à ses enfants aussi, tiens, débrouille-toi. C'est tout un travail. Puis comment est-ce que tu accompagnes les gens maintenant? Alors donc aujourd'hui, donc on continue à être. Donc le droit d'être moi, c'est aussi donc le nom de l'entreprise. Donc on part de cette idée que la personne a vraiment le droit d'être elle-même et qu'on ne va pas s'amuser à aller la juger ni à vouloir la changer et qu'on est davantage dans une démarche de rencontre. Et puis, donc, il y a le moment, si tu veux, de la rencontre. Et puis, fondamentalement, l'orientation, disons, de mon travail, c'est de créer sa vie depuis soi. Donc, revenir à soi, s'autoriser à être qui l'on est, et puis créer depuis soi. Parce que je me suis rendu compte que souvent, on revient à soi. Ah oui, je pense ça, je fais ça, je machin. On va faire une retraite, un truc, un bidule, un machin, une formation. Et puis, dès qu'il s'agit ensuite de vivre sa vie et de créer quelque chose, hop, on se remet dans les baskets de quelqu'un d'autre, où on est de nouveau piloté par des injonctions, des interdits ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, il m'est apparu au fur et à mesure qu'on a besoin non seulement de revenir à soi, mais de rester avec soi et de vraiment travailler depuis soi. Et donc, j'accompagne depuis donc, dans cet espace-là. Et donc, dans une lecture akashique, j'ai reçu 7 étapes pour pouvoir vraiment créer depuis soi. Et donc, c'est ça que je vais progressivement mettre en mots. Mais c'est déjà mis en mots. Hein. Ça, je savais pas que tu avais... mais non, parce que je ne communique pas. Ça me fascine parce que moi, quand j'enseigne, je vous dis toujours, vous allez trouver votre manière de travailler avec les dossiers akashiques. Oui. Mais le plus que j'échange avec vous, le plus que je découvre aussi, des fois, vous avez comme canalisé ou reçu des processus. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça vraiment fabuleux. Fait que tu as reçu comme une espèce de méthodologie, c'est ça, pour accompagner les gens? Oui, donc en 2022, assez rapidement après, j'ai déjà eu un chemin de création avec les nombres, justement, puisque j'étais déjà, la numérologie j'étais déjà familière avec ça. Et donc, c'est 13 étapes avec la symbolique du 13 aussi, qui est le chiffre qui permet de sortir de la répétition et donc de passer dans les niveaux de la spirale au lieu d'être comme dans un cadran sans arrêt de 1 à 12, 1 à 12, 1 à 12. En fait, le 13, clac. Et c'est aussi un 4 qui te permet de sortir. Donc, il y avait déjà eu tout ça. Et puis, j'ai accompagné un groupe de femmes aussi dans un Master Soul, donc pas un Master Mind, mais un Master Soul, qui s'appelle Création Magique. Et là, il y a vraiment eu les 7 étapes de la création. Wow! D'abord, on va créer un espace. Ça, c'est la première étape, d'avoir un espace pour créer. Donc, sans espace, il n'y aura pas de création. On va se contenter de répéter des choses qui ont déjà existé. La deuxième étape, c'est le consentement. Et ça, c'est absolument clé. Et dans le consentement, c'est aussi là où on pose l'intention.
Donc, on ouvre un espace. Dans l'espace, on pose « je suis d'accord » pour créer et je vais porter mon attention sur un certain domaine de création, une idée particulière. La troisième étape, c'est la connexion. Donc, ça peut être une prière, ça peut être avec des rituels, ou ça peut être en lisant une recette pour pouvoir suivre la recette, plein de choses différentes. La quatrième étape, on va faire alliance ou pas. Donc, tu vois, on a ouvert l'espace, on a consenti, on s'est connecté et là, on va recevoir des informations et on fait alliance ou pas. Donc, on commence à choisir, ah ok, je suis pas. Et puis la cinquième étape, on fait vraiment des choix. Ok, ça, tout ce qui s'est passé, j'ai fait alliance avec ça et je le choisis, je l'inscris. Et donc, l'étape d'après, la sixième, c'est d'agir. Agir les choix qui ont été pris. Et la septième, on évalue. Et puis, on réouvre et on recommence et on recommence. Et en fait, c'est valable pour toute création. C'est aussi bien la création de quand tu fais ton pain à la maison que la création. Et c'est vraiment depuis soi. Et c'est pas facile de suivre ces étapes de façon systématique. On a tendance, les uns et les autres, soit à agir très rapidement, soit on entend et puis pouf, on oublie. Mais si tu veux vraiment rester vraiment en écoute de ce qui, depuis toi, demande à s'exprimer, à se manifester, c'est très puissant comme étape. Puis comment est-ce qu'on aborde les résistances dans ce processus-là? Alors, on les aborde à tous les endroits, en fait. Et donc, ça, c'est plus dans l'accompagnement. Alors, soi-même, évidemment, on peut les aborder, et puis dans les accompagnements aussi. Donc, par exemple, dans la première résistance, et tu connais aussi énormément de gens, et puis toi-même, tu le fais certainement à plein de moments, on a tous très régulièrement la résistance à ouvrir un espace. Donc, tout simplement, on n'a pas le temps. On a un gros interdit qui nous dit non, mais ça, c'est pas utile, on remet à plus tard, ou alors on arrive et puis on sent que on n'est pas vraiment dans la disponible. Et donc, déjà, rien que ça, c'est très complexe. Donc, identifier, tiens, là, j'ouvre un espace. Donc, il y a plusieurs degrés de l'espace, donc plusieurs plans, si tu veux, de l'espace, mental, physique, psychologique, énergétique. Et donc, quand tu évalues ça, à chaque fois que tu fais ton processus, tu identifies ta difficulté. Donc, il y a plein de difficultés qui sont très faciles à lever, puis il y en a qui vont demander de l'aide. Tu vas demander de l'aide. Tu vois. Puis, les lectures akashiques dans tout ça, donc là, je comprends que ça a nourri ton processus. Comment ça te nourrit, toi, maintenant, dans tes accompagnements, dans la manière dont tu accompagnes les gens, puis toi aussi, personnellement, quelle place ça a? Donc, il y a des personnes qui prennent des rendez-vous pour des lectures akashiques. C'est une lecture akashique, disons, classique, si l'on peut dire, soit pour la personne, soit pour leur entreprise. Donc, les deux sont tout à fait possibles. Et ça nourrit évidemment les accompagnements aussi plus complexes, parce que quand on a besoin, on va aller chercher des informations complémentaires. On se connecte aussi aux transincarnations, donc qui sont en fait c'est plus que l'idée de vie antérieure qui serait dans des moments de temps différents. Là, c'est plus des incarnations simultanées dans des espaces différents. Donc, ça permet de voir comment une incarnation de nous-mêmes est en train de vivre les mêmes difficultés pour mieux comprendre que les deux en fait puissent communiquer. Ah oui, toi tu fais ça, j'ai donc pas besoin de le faire. Moi, si je fais ça, ça te serait utile pour toi. Pourrais-tu expliquer un peu plus ce concept-là pour les gens qui nous écoutent? Alors, les transincarnations, c'est un terme qui vient de Sylvain Didlot, je crois que c'est ça son nom de famille, qu'il a reçu aussi en canalisation. Et en fait, c'est cette idée que donc notre âme, qui pour moi, donc c'est un degré de conscience, une âme, et ce degré de conscience, une fractale en quelque sorte, va s'incarner simultanément dans plusieurs vies. Il y a les réalisateurs de Matrix qui ont fait une série qui s'appelle Sense8 à l'infini, qui aussi met en scène cette notion-là. C'est assez incroyable comme série. Et donc, une même
fractale, si tu veux, une même âme, une même essence, va choisir d'aller expérimenter simultanément entre 6 et 8 vies dans des espaces-temps différents et donc simultanément. Et donc, par exemple, je pense à une de mes clientes, rapidement dans une lecture akashique, je me suis retrouvée avec une femme qui était en Iran vers le 15e siècle et qui avait eu des jumeaux garçons et des jumeaux filles, et puis il lui arrivait toutes sortes d'aventures, si l'on peut dire. Et en fait, la cliente elle-même vivait une situation, elle était terrorisée à l'idée d'avoir des jumeaux, alors qu'elle n'avait jamais eu de jumeaux de sa vie, et que personne dans sa famille n'en avait, et puis qu'elle-même, elle avait eu un petit garçon, mais pas de jumeaux, elle se demandait pourquoi. Et en fait, ils sont entrés en communication, si tu veux, l'une avec l'autre, parce qu'elle a compris pourquoi elle ne voulait pas avoir de jumeaux, vu les difficultés de cette femme-là. Et puis, elles ont pu se rencontrer. Donc, tu sais, quand tu nous as formés pour les lectures akashiques, tu nous as formés aussi à aller rencontrer ces autres nous qui, en fait, ont souvent juste besoin qu'on les entende et qu'on leur demande quoi ils ou elles ont besoin. Et puis, ce faisant, on va le leur donner et ça va libérer quelque chose sur le plan énergétique. Et bien là, si tu veux, c'est la même chose. On est donc simultanément, on vit plusieurs vies dans plusieurs endroits différents, dans plusieurs époques différentes. Et ensemble, quand on se retrouve, on met ensemble tout ce qu'on a appris, si tu veux, pour apprendre les uns des autres. Et ça va nourrir l'âme qui comprend beaucoup plus de choses que si on était tout seul à l'expérimenter. Donc typiquement, une femme par exemple qui va vivre dans un corps de femme, une vie d'entrepreneur, elle n'a pas d'enfant, elle est vraiment complètement focalisée boulot, 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 elle sera très probablement incarnée simultanément en une femme qui, au contraire, ne peut pas accéder à la vie d'entreprise, mais qui va goûter les joies de la maternité, par exemple, ou de la pauvreté, mais sans que ça lui pose de problème. Comme une espèce de polarité, c'est ça? Une manière d'être dans les polarités en même temps? C'est pas forcément des polarités, c'est plus l'idée d'avoir une expérience la plus vaste possible. Donc, si quelqu'un vit le désintérêt total de l'argent pendant qu'une autre personne est extrêmement orientée argent, ben forcément, l'âme qui donc est le degré de conscience supérieur plus ample, si tu veux, comme le corps par rapport. C'est comme tes cellules. En fait, la désincarnation, c'est peut-être un peu comme tu as un cœur, des reins, un cerveau, 2 oreilles. Une complémentarité au niveau des fonctions. Oui, voilà. Chacun va avoir sa fonction et le tout est informé de toutes ces expériences-là et comprend du coup beaucoup plus vite. Bien, en fait, ce que tu décris, c'est un peu le phénomène de quand on parle des vies antérieures étant plutôt comme des vies parallèles, si je comprends. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Voilà. Alors, c'est un peu, les vies antérieures, c'est un peu plus complexe parce que tu peux avoir, chacune des vies parallèles a son propre bagage. Oui. Dans ce bagage-là, il peut y avoir donc soit d'autres vies parallèles, soit aussi des mémoires, des informations. Donc, tout ça c'est c'est très complexe. Moi, je ne connais pas du tout, hein. Mais en tout cas, ça apparaît. Donc, concrètement, voilà ce que je fais. Donc, avec les personnes que j'accompagne. Et puis, moi, à titre personnel, je discute avec toutes sortes d'entités. Donc, et aussi bien, donc quand j'ai commencé, j'avais vraiment un concile akashique qui se positionnait toujours là sur le côté. Et puis maintenant, ils sont beaucoup moins là. Et puis, je discute avec laisser avec ta conscience supérieure pour l'idée la lecture. Voilà. Et puis de toute façon, plus ça va aussi, plus je suis persuadée que les annales akashiques à proprement parler n'existent pas. C'est juste une représentation du cerveau parce qu'on a besoin au début d'aller vers quelque chose pour pouvoir porter notre attention sur cet endroit-là. Mais en fait, c'est le champ quantique, le champ plasmique, c'est une source d'information en réalité. Hein? C'est ça.
Il n'y a qu'une source, c'est ce que je dis beaucoup ces temps-ci. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Puis, est-ce que c'est le champ quantique? Est-ce que c'est la source? Est-ce que, ben, tu sais, je dis, il y a une source d'information. Il n'y en a pas 12, il y en a une. C'est ça. Ouais. Et qu'est-ce qui t'occupe ces temps-ci? Est-ce qu'il y a des projets, des accompagnements, des choses qui sont là? Oui, j'aimerais vraiment mettre de façon publique très claire ce chemin pour créer la vie depuis soi avec les différentes étapes. Et puis, je suis aussi animée, et ça me fait assez peur, et donc je résiste. Donc, c'est le chemin à suivre. Voilà, mais du coup, c'est tout à fait ça. Et il y a vraiment la notion de résurrection qui est très puissante. Et là, j'ai traversé des années difficiles, et je sens qu'il y a vraiment un appel à naître. Et donc avec plein de manifestations différentes, là aussi, la canalisation d'un programme qui est, vraiment, il est reçu, le nombre de personnes, la structure, tout est très clair. Et maintenant, c'est à moi de trouver le courage de porter ça et de rompre justement, là, vraiment pour le coup, avec cette mémoire de devoir me taire et de devoir rester en arrière-plan. Puis là, il faut vraiment occuper le territoire et l'espace et puis dire maintenant, en fait, je suis là et que le feu, moi. c'est ça, c'est l'étape vraiment de la révélation concrète. Et je suis convaincue que dans tous les cas, tu es bien équipée pour aller de l'avant. Mais écoute, merci. Et c'est important pour moi de te l'entendre dire. Et je pense que c'est vraiment plus ça va éclore et plus je sais que ce sera porté parce que on est tellement nombreux. C'est pas moi qui amène, c'est vraiment un mouvement collectif que j'ai à faire de. Tout à fait. En fait, c'est ça. Je souhaite plus contribuer au sens où j'ai plus le sentiment que grâce à moi, il va se passer. C'est pas trop ça. C'est en fait, j'ai envie de me joindre. On contribue, on fait. Pour moi, c'est on contribue, on fait partie d'un mouvement. Voilà, on participe. Oui, tout à fait. Puis, pas d'être porteur, mais j'avais cette discussion-là récemment avec une amie. C'est quoi le terme que j'utilisais? On cherche beaucoup nos mots ces temps-ci. Je ne sais pas si toi, ça te fait ça, mais énergétiquement, ces temps-ci, on cherche beaucoup nos mots. On porte le legacy, tu sais, en anglais, l'héritage, on maintient le savoir. C'est ça que j'essaie d'exprimer. Oui. On est là pour s'assurer que le savoir survive et qu'il soit transmis. Je ne crois même plus, tu vois. Et moi, plus ça va et plus je me dis que tout ça, c'est des choses de l'ego qui se dit, il faut que je dois, sans moi, j'ai un devoir. Mais en fait, tout est là, tout est déjà fait. Donc, tu vois, c'est plus, moi, je suis plus dans l'envie de me joindre à une danse, une construction, un village, une communauté. Tu vois, j'ai envie de participer. Mais de participer, peut-être que c'est en faisant le pain, en fait. Je participais sans enjeu. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on dit un peu la même chose, mais pour moi, c'est qu'on contribue, on participe. Je ne le fais pas pour moi personnellement. Je ne le fais pas parce que je sens que j'ai un... comment je peux dire? Ça repose sur mes épaules. Oui. Mais c'est que je participe. Je sens que tu as cette énergie, oui. Je participe. Et sans objectif, tu vois, sans objectif, sans recherche de résultats, sans vouloir... même sans vouloir que le monde aille mieux ou des choses comme ça, mais en étant dans la justesse de qui on est. Et de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Très rapidement, dans une lecture akashique, quand j'ai commencé à vraiment les faire de façon structurée, comme tu nous as appris, il m'a été dit que de toute façon, si on divisait le monde en petits points blancs et en petits points noirs,
quoi qu'il arrive, il y aurait toujours un point blanc et il y aurait toujours un point noir. Et que donc, ce n'était pas la peine de s'affoler et de se dire, mon Dieu, il faut qu'il y ait plus de ça ou plus de ci ou d'ombre, de lumière, de bidule et de machin. De toute façon, il y aura toujours un mélange. Et ce n'est pas à nous de vouloir doser. Simplement, et ce qui était ajouté, c'est que choisis ton camp. Et en choisissant son camp et en identifiant pourquoi on veut plutôt être comme ci, que comme ça, et en vivant à partir de cette réalité-là de qui on est, eh bien, on vit le droit d'être soi. Mais il y a des gens qui ont le droit d'être les pires monstres. Ils sont eux-mêmes et c'est OK en fait. Ils ont le droit, le libre arbitre pour le faire et il ne faut pas se faire d'illusions. Ils existeront toujours ceux qui ont le droit d'être les pires criminels de l'humanité, par exemple. Et donc, lâchons l'idée que on a à équilibrer ou à contrebalancer. Tu vois, un peu comme les enfants ou les chiens, ils sont qui ils vivent leur vie. Vivent leur vie et en vivant ta vie, à partir de qui tu es profondément, en fait, c'est là où tu apportes ton cadeau, ton énergie, ta spécificité, ton unicité sans tension. Oui. Ben, c'est toute la notion de dharma aussi. Hein? Tu as fait le parcours que j'avais appelé sur le chemin du dharma, je pense. C'est un peu ça. C'est quand on est. Et dharma, c'est très intéressant parce que, puis là, le temps file, il va falloir qu'on termine l'entrevue, mais dharma a plusieurs significations. Et il y a une partie de la définition, c'est en fait la vérité, la justesse, le respect des lois cosmiques, mais il y a aussi une notion de dharma qui est d'exprimer l'essence de qui nous sommes. Puis cette essence-là a un rôle dans le collectif. Oui. Donc, c'est les deux, ce que tu décris, je pense, ça résume bien cette notion-là aussi de dharma. Quand on est aligné dans notre essence, quand on suit notre chemin, ben, il y a cette portée-là collective qui se fait naturellement sans qu'on ait besoin de forcer quoi que ce soit. C'est ça. Et s'abandonner à ça, c'est vraiment aussi s'abandonner encore un peu plus à la confiance, à la foi et du coup, les résistances, c'est pas facile, hein, mais les résistances, ça baisse encore un peu plus. Et je me demande si c'est pas au fond ça, la dissolution de l'ego. C'est-à-dire qu'on garde un ego fonctionnel et on en a besoin et on est en forme humaine avec un ego, etc. Mais l'ego a compris que c'est OK, en fait. Quoi qu'il arrive, c'est OK. Sage parole. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Florence. Dis-moi, où est-ce que les gens peuvent te suivre? Alors, le site s'appelle ledroitd'être-moi.com et sur Instagram, le droit d'être moi également, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir été présente aujourd'hui. Puis je te souhaite tout le meilleur. Puis je vais suivre avec intérêt tout ce qui s'en vient pour toi. Un grand merci, Clotilde. Merci Florence. Merci.